Donc, je vais maintenant passer la parole aux représentants des groupes. Pour le groupe SRC, pardon, Florent Boudier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La question donc de l'écotaxe poids lourd encadrée par la directive Eurovignette, prévue dans un très large consensus politique avec le Grenelle 1 et créée par la loi de finances pour 2009, est donc au cœur de ce projet de loi. Et même si d'autres points très importants seront abordés, permettez-moi de concentrer mon propos, Monsieur le Ministre, sur cette première fiscalité environnementale. Elle a d'abord les atouts d'inciter au report intermodal, de permettre aussi le financement de nouvelles infrastructures. Elle devrait dégager, vous l'avez dit, en année pleine 1,2 milliard d'euros, dont près de 800 millions versés à l'Agence de financement des infrastructures de transport, présidée par notre collègue Philippe Duron. Un peu moins de 200 millions d'euros pour les collectivités territoriales, parce qu'elles sont gestionnaires du réseau routier départemental et communal. Je précise aussi, cela a été dit, que le projet de loi ne porte pas sur le principe même de l'écotaxe poids lourd, lequel est acquis, lequel est assumé d'ailleurs par la nouvelle majorité parlementaire, mais sur les modalités d'application. Avec un objectif qu'il faut souligner, répéter, c'est répercuter sur les utilisateurs du transport routier, c'est-à-dire les chargeurs, le poids de la future taxe. Merci, Monsieur le Président. Et ce, pour une raison simple, qui fait elle aussi consensus, à savoir que nos entreprises de transport routier sont à 82% composées de PME, de moins de 10 salariés, avec des marges financières bien souvent très faibles et qui sont d'ailleurs très fortement exposées à la crise que rencontre dans notre pays. L'article 7 instaure donc un principe d'équité dans la répartition de la taxe entre chargeurs et transporteurs. Il établit un mécanisme de majoration forfaitaire du prix du transport, facturé aux chargeurs sur la base d'un taux régional, d'un taux national. Nous reviendrons sur ces questions. Il vient surtout remettre en cause un décret publié le 6 mai 2012, preuve qu'à cette date, la continuité de l'État était assurée, malgré des circonstances assez exceptionnelles sur le plan politique et institutionnel. Et il fallait, en effet, Monsieur le Ministre, modifier ce décret en procédure accélérée pour deux raisons. La première est qu'il faisait tout simplement l'unanimité contre lui. Tous les acteurs de la chaîne de transport des marchandises soulignaient sa complexité et même son inapplicabilité. La seconde, c'était sa fragilité juridique, puisqu'il est frappé d'un recours pendant devant le Conseil d'État, complexité, insécurité juridique. Vous avez dû, Monsieur le Ministre, donc remettre l'ouvrage sur le métier. Le dispositif retenu est simplifié. Il n'est bien sûr pas parfait. Il méritera une évaluation fine qui sera d'ailleurs réalisée dans le cadre d'un rapport dont nous avons souhaité, avec le rapporteur pour avis Fabrice Verdier, qu'il soit un vrai rendez-vous législatif, réglementaire, pour rectifier le cas échéant les effets induits par le mécanisme de l'article 7. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de nos collègues de la Commission sur une tentation que nous pouvons comprendre, celle qui consisterait à créer des régimes particuliers d'exonération sur des secteurs d'activité ciblés. Et je voudrais simplement dire que plus nous créerons des régimes particuliers, plus nous dénaturerons ce dispositif et plus nous rendrons impécunieux, d'une certaine façon, l'agence de financement des infrastructures de transport qui est présidée, je le disais, par notre collègue Duron. Dans cette période difficile, précisément, s'agissant du financement des infrastructures. À titre personnel, je m'interroge sur un autre aspect, sur l'opportunité, lorsque sera venu le temps, je le disais, de l'évaluation d'un programme d'aide à l'achat de camions moins polluants, qui a fait ses preuves en Allemagne dans le cadre de la MOT, c'est-à-dire de la taxe poids lourd. Et je souhaite enfin compléter mes propos par deux précisions. Vous l'avez dit, l'article 23, qui marque une véritable avancée en termes de droit social des gens de mer, en appliquant les règles du pays d'accueil aux pavillons étrangers. C'est au fond tout le débat sur la fameuse directive Bolkestein qui trouve ici sa réponse, en tout cas dans le cadre du transport maritime de cabotage. La proposition aussi que fait le groupe SRC, après un premier amendement du Sénat, d'approfondir la transparence des comptes de la SNCF. Je crois que nos dernières discussions ont permis d'avancer et de voir aboutir une solution tout à fait opérationnelle et convenable. Au total, ce texte, au contenu technique assez poussé, n'est pas dénué de portée politique, puisqu'il est le fruit du Grenelle 1,
et que l'actuelle majorité, je le disais, en poursuit l'objectif, et même en améliorant le caractère opérationnel à travers l'article 7. Et je ne doute pas en particulier que nos collègues de l'UMP se rangeront à cette démarche, comme de la même façon que nous nous sommes rangés à celle de l'intérêt général lorsque le principe de l'écotaxe est venu en discussion au Grenelle 1. Je vous remercie. Merci.